Très heureux de vous savoir, très nombreux devant vos postes récepteurs. Salut tout le monde, bienvenue à votre nouveau numéro du journal Sauvons l'Afrique dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. KTJ News Monde. Peuples africains, ici en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Australie, même en Océanie. Une fois encore, soyez le bienvenu. Au sommaire, retenons que au Cameroun, le président camerounais Paul Biya est de retour après beaucoup de semaines à l'étranger pour prendre soin de sa santé. Retenons encore que le BRICS, le président russe Vladimir Poutine acquise l'Occident d'imposer son homologue dans tous les continents du monde. Retenons encore que les discours du président français Emmanuel Macron sur la guerre en Israël et Hamas, il déclare qu'il a dit ajouter la guerre à la guerre n'amène ni paix ni sécurité pour personne. C'est tout pour les titres. Une fois encore, soyez le bienvenu. J'ai toujours commencé mon journal avec chaque adage africain. Retenons qu'en Afrique, nous disons souvent qu'il faut autant qu'on peut obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Je commence mon journal retenant qu'au Cameroun, le président camerounais Paul Biya est de retour après beaucoup de semaines à l'étranger pour prendre soin de sa santé. Sénateur Lutete, à vous l'antenne. Le président camerounais Paul Biya est de retour à Yaoundé. Âgé de 91 ans, le dirigeant est rentré ce lundi après une absence de 42 jours qui avait soulevé des questions sur son état de santé. Paul Biya a été accueilli sur le tarmac par son secrétaire général Ferdinand Ngoengo, avec qui il a discuté brièvement avant de monter dans sa voiture pour rejoindre le palais présidentiel. Des militants étaient rassemblés tout au long du trajet, selon la télévision locale, qui a diffusé une émission spéciale sur le retour du chef de l'État, rappelant que Paul Biya n'était plus apparu en public depuis son départ de Pékin début septembre. L'absence prolongée de M. Biya a alimenté les spéculations sur son état de santé. Le Cameroun a ensuite interdit toute discussion sur l'état de santé du président, estimant qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale. Paul Biya n'a pas participé à la dernière Assemblée générale des Nations unies à New York, ni au dernier sommet de la francophonie à Paris. Parlons du Tchad. L'opposant succès à Masra boycottera les élections législatives. La question est posée. Succès Masra, président du premier parti d'opposition au Tchad, a annoncé son refus de participer aux élections législatives et communales prévues le 29 décembre prochain. Il s'est exprimé lors d'une cérémonie de commémoration du 20 octobre 2022, date à laquelle au moins 300 personnes protestant contre le maintien de la junte militaire légitimant le président Mahamat Idriss Déby avaient été tuées par balles par les forces de l'ordre, selon des ONG nationales. La décision de Succès Masra intervient 2 jours après l'annonce du maintien des élections au Tchad. Pour le leader des transformateurs, participer au scrutin de décembre reviendrait à cautionner un résultat qui est déjà enregistré dans les ordinateurs du camp du président Mahamat Idriss Déby. Le groupe de concertation des acteurs politiques avait déjà fait part fin septembre de sa volonté de boycotter le scrutin, dénonçant un climat délétère de dictature et de terreur et les risques de fraude électorale. En République démocratique du Congo, le M23 prend le contrôle de la ville stratégique de Kalembe. Suivant. En RDC, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville stratégique de Kalembe, située dans la province du Nord Kivu, malgré un cessez-le-feu instauré le 4 août. Kalembe, riche en minerais comme l'étain et l'or, est un point clé pour accéder aux provinces voisines, ce qui renforce l'influence du M23. Des combats ont éclaté tôt le matin du 20 octobre entre le M23 et les milices pro-gouvernementales Ouazalendo. Bien que les milices aient tenté une contre-attaque, le M23 a pris la ville, provoquant de nouveaux déplacements de civils. Ce regain de violence intervient après des semaines d'accalmie et remet en cause les efforts de paix en cours sous la médiation angolaise, notamment le processus de Luanda. La situation humanitaire s'aggrave. Environ 940 000 personnes ont été déplacées cette année en RDC, ce qui porte le nombre total de personnes déplacées à plus de 6,4 millions, a déclaré récemment Volker Turk,
le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Après beaucoup de désordre et des manifestations au Nigeria, retenons que la police nigérienne relâche les manifestants du mouvement End SARS suivant. Une vingtaine de manifestants arrêtés dimanche à Lagos viennent d'être libérés par la police nigériane. Les militants du mouvement End SARS rendaient hommage ce week-end aux victimes d'une manifestation dénonçant les violences policières. Des agents de police ont dispersé les manifestants qui s'étaient rassemblés vers 8h30 pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie lors des manifestations contre les violences policières en 2020. Il y a 4 ans, des milliers de personnes se sont mobilisées pour dénoncer les activités de la Special Anti-Robbery Squad, aujourd'hui dissoute et accusée de brutalité. Selon un rapport d'Amnesty International, au moins 12 manifestants ont été tués en 2020 au péage de Lekki lorsque les forces de l'ordre nigériennes ont ouvert le feu. Dimanche, les manifestants ont été empêchés de franchir le péage et les policiers ont arrêté des militants, dont l'organisateur de la manifestation commémorative. Parlons des élections législatives au Sénégal. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko débute déjà sa campagne dans tout le riz sénégalais. Suivant. Ici à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, certains militants étaient présents dès 9h en file indienne pour assister au meeting prévu dans l'après-midi et participer, acheter leur ticket, 1000 francs, à titre de contribution pour la campagne électorale de PASTEF. Une première. Ce mercredi, lors d'un live Facebook, le président du PASTEF et tête de liste pour les législatives, Ousmane Sonko, a appelé ses militants à cotiser pour la campagne, les ministres et directeurs à hauteur de 1 million de francs CFA, 1000 francs pour les jeunes. Écoutez 2 militants rencontrés ici à Dakar Arena avant le lancement du meeting. Envoyer nos mamans et nos papas se faire utiliser, mais c'est différent maintenant. Depuis l'arrivée d'Ousmane Sonko, depuis l'arrivée de PASTEF, c'est nous qui sortons notre argent, c'est nous qui finançons le projet pour un Sénégal nouveau et meilleur. Ousmane Sonko, c'est un leader incontestable. Quand il appelle, les militants vont répondre. C'est ça. Parce qu'il a vendu aux Sénégalais un projet qui est un projet de société, là où les Sénégalais ont adhéré. C'est la raison pour laquelle tout le monde est venu répondre à l'appel. Le meeting s'est tenu dans une salle archi-comble. Le stadium de Dakar Arena comprend 15 000 places. À l'extérieur aussi, des gens s'étaient rassemblés. À la tribune, les dirigeants du parti se sont succédés jusqu'à Ousmane Sonko. Ils se sont félicités d'avoir atteint leur objectif en termes de levée de fonds. Avant même le meeting, en 3 jours, sur une cagnotte en ligne, ils avaient mobilisé 46 millions de francs CFA. Le PASTEF qui espère obtenir une majorité confortable à l'Assemblée à l'issue des élections législatives anticipées du 17 novembre. Toujours au Sénégal, plus de 117 personnes rapatriées au Liban. Serrer sa fille dans ses bras. Une sensation douce pour ce père de famille qui, lui, n'était pas au Liban ces derniers jours. Il était au Sénégal. Les HM vivent entre les deux pays. Leur maison libanaise a explosé dans des bombardements. Seule l'adolescente et sa mère ont survécu. Tout perdu. Perdu mon fils. J'ai perdu ma maison. Tous mes rêves, tous mes souvenirs, tout. C'est dur. Qu'est-ce que je vais parler encore? On ne peut pas imaginer. On a un fils de 14 ans et demi qui disparaît comme ça. Il y a 10 minutes avant, je parlais avec lui. 10 minutes après, on m'appelle. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de fils. Le Sénégal, un refuge pour ces ressortissants sénégalais dont certains sont originaires du Liban, d'autres établis là-bas. 117 personnes ont été rapatriées, volontaires pour fuir les combats qui opposent le Hezbollah et Israël, et qui en un mois ont tué plus de 1400 personnes côté libanais. Ce vol a été organisé par les autorités sénégalaises. Le Liban a des liens historiques et très anciens avec le Sénégal. Étant donné la situation d'hostilité, les bombardements, vous savez, toutes ces personnes déplacées, le gouvernement sénégalais se devait d'agir. Samedi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Dakar et appelé à un cessez-le-feu dans tout le Moyen-Orient.
La communauté libanaise compterait environ 30 000 personnes au Sénégal, où elle est présente depuis la fin du 19e siècle. Beaucoup de ses membres ont la double nationalité et nombre d'entre eux ont gardé des liens forts avec leur pays d'origine, où une partie de leurs proches résident encore. La question continue toujours d'être posée entre les deux pays, l'Algérie et le Mali. Pourquoi les temps montent? Suivant. Les relations se dégradent de jour en jour entre l'Algérie et le Mali. Dernier fait en date, le nouvel ambassadeur d'Algérie au Mali est dans la capitale Bamako depuis plusieurs semaines et il n'est toujours pas arrivé à présenter ses lettres de créance au chef de la junte. Une première dans les relations entre les deux pays. Il faut dire que Bamako n'a pas du tout apprécié qu'Alger déroule le tapis rouge aux ex-rebelles défaits à Kidal par l'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner. Et du coup, Bamako a décidé de rendre caduc l'accord de paix signé à Alger et qui a permis à un moment d'amener la paix de manière temporaire dans le nord du Mali entre les rebelles et le gouvernement malien. Autre fait que Bamako n'a pas du tout apprécié, c'est que l'Alger a reçu en grande pompe l'imam Mahmoud Dicko, qui est considéré comme la bête noire de la junte. Et récemment, à la tribune des Nations Unies, la tension est montée d'un cran puisque le Mali, le représentant malien, a pris la parole pour critiquer durement l'Algérie en disant par exemple que ce pays hébergeait des terroristes qui venaient attaquer le Mali. Et conclusion du représentant du Mali à l'ONU, Bamako n'a pas de leçons de démocratie à recevoir de l'Algérie et Bamako n'a pas de leçons de droits de l'homme à recevoir de son voisin algérien. Alors écoutez, je pense qu'il faut restituer cette crise actuelle dans son contexte. À vrai dire, les relations entre l'Algérie et le Mali ont toujours été excellentes depuis les indépendances des deux pays jusqu'à ce jour. Et tout a commencé avec les changements qui se sont opérés au niveau du gouvernement malien et la dégradation des relations vis-à-vis du processus de paix. Et c'est vraiment en 2024, avec l'affaissement et l'annulation immédiate de l'accord d'Alger que les choses ont commencé à vraiment se détériorer. Pour vous, justement, restons une minute sur l'accord d'Alger. Pour vous, quel est le principal facteur, si vous deviez dire, qui a conduit à l'effondrement de l'accord d'Alger en janvier 2024, justement ? Je pense que c'est clairement la volonté politique. Il n'y avait pas de volonté politique à la fois du côté de Bamako, mais aussi de certains groupes signataires de l'accord, de poursuivre le dialogue sur les mêmes bases de 2015. À vrai dire, l'accord était déjà d'une certaine façon caduc avant, parce qu'il prévoyait une mise en application dans les 6 premiers mois qui suivaient sa mise en œuvre. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Néanmoins, l'accord permettait quand même d'avoir un cadre international de travail, un lieu de discussion, un lieu de négociation, notamment à travers ce qu'on appelle le comité de suivi de l'accord. Et donc, ce lieu-là a disparu, avec la disparition aussi d'autres forces étrangères, parce qu'il faut rappeler que l'Algérie n'était pas seule au sein de la communauté internationale. Elle était chef de la médiation internationale, mais elle n'était pas seule dans ce travail. Et on a vu que les autorités de transition au Mali ont mis fin à l'opération de la MINUSMA, enfin du moins ont poussé la MINUSMA vers la sortie, ont poussé Quittons l'Afrique pour le Moyen-Orient. Nous sommes précisément en Russie. Retenons que le président russe Vladimir Poutine parle des sommets des BRICS. Le président russe accuse l'Occident d'imposer son monopole dans tout le continent du monde. Suivant. Le président Vladimir Poutine a accusé l'Occident de tenter de maintenir son monopole. Le chef d'État russe s'est exprimé lors du forum parlementaire des BRICS organisé à Saint-Pétersbourg. La pression s'accroît sur tous ceux qui ont leur propre position. Contrairement aux principes du droit international, la coercition, les sanctions unilatérales, l'application sélective des règles commerciales, le chantage sont utilisés.
On assiste également à des tentatives de limiter les contacts directs entre législateurs, ce qui contredit le principe de libre coopération interparlementaire. Le président russe a déclaré jeudi qu'en agissant ensemble, les pays des BRICS parviendraient à un monde plus sûr et plus harmonieux. Je suis convaincu qu'en agissant ensemble, de manière unie, nous serons en mesure de mettre en œuvre au maximum le potentiel économique d'investissement, technologique et humain de nos pays, de renforcer l'influence constructive des BRICS sur les processus mondiaux, de rendre le monde dans lequel nous vivons plus sûr et beaucoup plus harmonieux. Le groupe des BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a accueilli 5 nouveaux membres, dont l'Égypte et l'Iran, en janvier. La diplomatie continue toujours de battre plein entre la France et le Maroc. Retenons que le président français Emmanuel Macron se rendra au Maroc après 3 ans de tensions diplomatiques. Suivant. Le président français Emmanuel Macron se rendra au Maroc du 28 au 30 octobre après 3 ans de tensions diplomatiques entre Paris et Rabat. Cette visite d'État fait suite à une invitation du roi Mohamed VI. Le réchauffement des relations a été amorcé par un geste clé de la France sur la question du Sahara occidental. Le 30 juillet 2024, Paris a soutenu le plan marocain d'autonomie pour cette région, considérant ce projet comme la seule base pour résoudre un conflit qui dure depuis près de 50 ans. Les relations franco-marocaines avaient été affectées par plusieurs épisodes, notamment la réduction de moitié des visas octroyés aux Marocains en 2021. Paris avait fait marche arrière sur cette question 1 an plus tard. Les tensions ont également été alimentées par des accusations selon lesquelles les téléphones d'Emmanuel Macron et de ministres français avaient été espionnés en 2019 via le logiciel israélien Pegasus utilisé par le Maroc, ce que Rabat a nié. Cette visite ouvre des perspectives de renouveau économique et commercial pour les entreprises françaises qui avaient adopté une position plus prudente ces dernières années en raison des différents litiges diplomatiques. Les soldats nord-coréens déjà déployés en Russie pour attaquer l'Ukraine selon le médian de la Corée du Sud. Est-il vrai? La question est toujours en train d'être posée. Suivant. Des troupes nord-coréennes aperçues en plein entraînement dans l'est de la Russie. Des images qui marqueraient une escalade inédite dans le conflit en Ukraine si l'information venait à être confirmée. Vendredi, les renseignements sud-coréens ont publié des images satellites d'installations militaires en Russie où des soldats nord-coréens se seraient rassemblés. Un premier contingent de 1500 hommes serait déjà sur place. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi. Nous savons que la Corée du Nord s'apprête à envoyer environ 10 000 soldats pour combattre contre nous. Nous assistons ici à un premier pas dans cette guerre, un premier pas vers une guerre mondiale. L'Ukraine a publié un exemplaire d'un questionnaire qui aurait été distribué aux soldats nord-coréens à leur arrivée en Russie. Il leur faut y remplir leur mensuration pour obtenir un uniforme à leur taille. Sur une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir les soldats récupérer leur pactage dans un centre d'accueil. Des éléments qui viennent confirmer l'inquiétude de Kiev. Côté sud-coréen, la population redoute les conséquences de ce déploiement nord-coréen dans une guerre active. L'envoi de troupes en Ukraine par la Corée du Nord semble constituer une menace très sérieuse pour la sécurité, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la situation internationale. La Russie, qui a reçu des armes nord-coréennes pendant sa guerre, pourrait intervenir même dans un conflit mineur entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ce serait très dangereux. Citant des sources anonymes au sein des services de renseignement, la télévision ukrainienne Suspilne a affirmé que 18 soldats nord-coréens ont déjà déserté leur position dans les régions russes de Koursk et de Briansk, près de la frontière ukrainienne. En juin, la Corée du Nord et la Russie ont signé un pacte de défense mutuelle, un rapprochement diplomatique survenu alors que Pyongyang fournissait déjà massivement des munitions à Moscou. Les discours clairs du président français Emmanuel Macron sur la guerre en Israël et en Hamas. Il dit « Ajouter la guerre à la guerre mène ni paix ni sécurité pour deux personnes ». Suivons le discours.
Il n'y a donc pas d'ambiguïté. Tous ceux qui voudraient la faire exister par ce type de manipulation non seulement se trompent, mais blessent certains et affaiblissent la France. La France s'est toujours tenue aux côtés d'Israël. L'existence et la sécurité d'Israël sont intangibles pour la France et les Français. C'est pourquoi je vous confirme l'évidence. Nous nous tenons en effet aux côtés de l'État d'Israël depuis le premier jour, lorsque David Ben Gourion l'a proclamé en 1948, conformément à la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies. Et que ceux qui donnent des leçons d'histoire lisent cette proclamation, ils comprendront pourquoi la France a immédiatement reconnu l'État d'Israël et ne lui a jamais fait défaut. Cet engagement demeure, comme nous l'avons encore montré cette année, en participant à la défense d'Israël contre les attaques de l'Iran et des Houthis du Yémen. Nous l'avons fait en avril comme en octobre, sans coup férir. Et ce soutien ne faiblira pas, car Israël a droit à la paix et la sécurité, comme chacun au Moyen-Orient. Israël a le droit de se défendre face à ceux qui nient son existence, menacent les siens, attaquent son territoire. Nous serons aux côtés d'Israël dans ce combat, comme depuis le premier jour et même avant. C'est pourquoi aussi la France s'est trouvée dès octobre 2023 aux côtés d'Israël. Nous avons été aux côtés des victimes, de toutes les victimes du 7 octobre, que nous avons aussi été aux côtés des victimes franco-israéliennes tout particulièrement, auxquelles nous avons rendu hommage le 7 février dernier à Paris aux Invalides. Et la France est ainsi le seul État qui a organisé une telle cérémonie. Nous l'avons fait avec l'expérience du terrorisme dans notre chair, sans aucune complaisance, en sachant ce que le terrorisme islamiste signifie. Depuis le premier jour aussi, la France s'est battue pour la libération de tous les otages, avec présente constamment à l'esprit cette obsession. Nous avons aussi agi. Nous avons mobilisé nos partenaires internationaux et j'ai, dès octobre 2023, proposé de lancer une coopération comparable à celle établie contre Daesh en l'étendant au Hamas ou aux autres groupes terroristes agissant au Moyen-Orient. À plusieurs reprises, les ministres compétents ont ainsi coordonné l'action internationale, puis échangé des informations, coordonné les mesures prises en termes de sanctions, d'interdiction, de vigilance. Nous avons aussi apporté notre soutien aux opérations ciblées qu'Israël a menées, pourrait mener contre le Hamas, afin que ces derniers ne puissent plus jamais commettre leurs crimes. Nous avons aussi mis en garde l'Iran et ceux qui sont manipulés par cet État contre Israël, et nous les avons mis en garde sur les graves responsabilités qu'ils prendraient dans l'extension de la guerre à la région. Nous avons condamné depuis le début leurs agissements, s'agissant tout spécialement du Hezbollah, qui menaçait non seulement la sécurité des Israéliens, mais mettait aussi délibérément en danger l'ensemble des Libanais. Mais il faut aussi aujourd'hui se rendre à l'évidence. Ajouter la guerre à la guerre n'amène ni la paix ni la sécurité, ni pour Israël, ni pour personne dans la région. C'est par ces news que nous bouclons notre journal de ce jour, mais avant tout, passons au rappel des titres. Au Cameroun, le président camerounais Paul Biya est de retour après beaucoup de semaines à l'étranger pour prendre soin de sa santé. Retenons encore que le BRICS, le président russe Vladimir Poutine, accuse l'Occident d'imposer son homologue dans tous les continents du monde. Retenons encore que les discours du président français Emmanuel Macron sur la guerre en Israël et Hamas, il déclare qu'il a dit « Ajouter la guerre à la guerre n'amène ni paix ni sécurité pour personne ». Pratiquement arrivé à la fin de notre discours. Merci pour votre réelle attention partout dont vous suivez ici en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Australie, en Europe. Merci pour votre réelle attention, peuples africains partout dont vous nous suivez. Mais je vous demanderai de visiter notre chaîne YouTube, KTJ News Monde. Le Congo, on ne tombera jamais en sigle pour ne rater aucune de nos informations. Visitez sur notre page Facebook, Le Congo ne tombera jamais. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve au prochain numéro. Merci à l'équipe technique, merci au sénateur Loutété pour mes super avisés. Merci à tout le monde et bye, on se retrouve au prochain numéro.